Et c'est souvent une assurance sans recours. C'est-à-dire qu'en fait, l'assureur est l'assureur de la vie du chantier. Et il ne va même pas faire d'expertise pour aller rechercher un recours contre le responsable. Il paye et il s'en va. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Salut Sylvie. Salut Julien. Je fais semblant de te dire bonjour alors que ça fait déjà une bonne heure et demie que tu es ici. On vient d'enregistrer un épisode avec Sylvie que vous écouterez sûrement la semaine prochaine, voire la semaine d'après, on verra quand est-ce qu'il va sortir, j'ai pas le planning en tête, sur un peu le métier de l'avocat dans le monde du contentieux, de la vente immobilière, du droit des assurances, de la construction. C'était super intéressant. Tu m'as délivré pas mal de choses. Donc tu vas pas te présenter aujourd'hui, Sylvie, parce que les gens vont te découvrir dans cet épisode. Mais j'avais envie de sortir une capsule aujourd'hui, ce dimanche. Tu vois, on bosse le dimanche quand même. Ouais. Bah oui, attends, c'est ça. Hein. La France qui travaille. Et il faut payer le monde du juridique hein, en France, les juges, tout ça, la fonction publique. Il faut payer ceux qui ne travaillent pas, surtout. Il faut payer ceux qui ne travaillent pas. Voilà. On va faire une capsule aujourd'hui, mais ça, c'est écrit déjà sur le titre, donc vous le savez parce que vous avez cliqué dessus, pour connaître un petit peu la différence entre les garanties décennales. Une garantie décennale, qu'est-ce que c'est ? Une garantie de dommage-ouvrage, assurance dommage-ouvrage, qu'est-ce que c'est ? Parce que ce sont des garanties qu'on retrouve souvent dans la promotion immobilière / le marchand de biens. Je sais que c'est des sujets qui intéressent beaucoup aussi nos auditeurs. Mmh. Donc, clairement, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est une garantie décennale ? Qu'est-ce qu'elle couvre ? Comment on la souscrit ? Qui doit la souscrire ? Etc. etc. Alors, la garantie décennale, en fait, c'est pas qu'une assurance, c'est d'abord une responsabilité. C'est celle du constructeur, qu'il soit réalisateur ou non réalisateur. Je m'explique. Oui, je veux bien. L'artisan est un constructeur-réalisateur. Il fait des travaux. Donc, il met une garantie décennale, c'est-à-dire qu'il garantit pendant 10 ans les dommages les plus graves qui arriveraient à son ouvrage. Je prends l'exemple d'un maçon. On va prendre un exemple simple. Un maçon, pendant 10 ans... Je suis portugais, donc ça me parle. Il garantit la solidité de son mur. Ouais. On simplifie au maximum. Et puis, il y a les constructeurs non réalisateurs. Typiquement le promoteur, qu'on appelle promoteur, celui qui est à l'origine de la construction d'un ouvrage neuf, par exemple un immeuble neuf. Donc lui, il est le maître d'ouvrage des travaux, c'est celui qui va commander les travaux. Mais le maître d'ouvrage, juridiquement, c'est ce qu'on appelle un constructeur non réalisateur. Mmh. Donc aux yeux de la loi, le maître d'ouvrage, il a aussi une garantie décennale. Vis-à-vis de qui ? Vis-à-vis des acquéreurs. Ouais. Donc quand il revend le bien construit ou rénové ou avec des travaux dans les 10 ans, il est garanti de sa garantie décennale vis-à-vis des acquéreurs. Soit du neuf ou de l'ancien rénové. De l'ancien. Pas forcément de la construction, ça peut être de la rénovation aussi. C'est ça. Okay. Donc la garantie décennale, c'est avant tout une responsabilité pour le constructeur réalisateur ou non réalisateur. Okay. Donc j'ai un problème, je t'ai acheté t'es promoteur, je t'ai acheté un appartement, j'ai un problème, je me retourne contre toi, et toi tu te retournes éventuellement si tu as sous-traité des choses contre les artisans. Alors le promoteur il sous-traite pas, il fait réaliser. Oui, il fait réaliser. C'est l'entreprise qui sous-traite. Tout à fait. Donc pour cette garantie-là, cette source de responsabilité-là, on prend une assurance qui est obligatoire. Il y a pas toutes les activités ne sont pas soumises à assurance obligatoire, mais en tout cas la construction en France c'est soumis à assurance obligatoire. Donc, quand on est constructeur, réalisateur ou non réalisateur, on est obligé de s'assurer pour la garantie décennale. Surtout si on revend derrière quand on est non réalisateur. Donc, c'est bien précisé dans le Code des assurances. Et cette garantie décennale, elle couvre effectivement tous les risques dont je t'ai parlé tout à l'heure. Donc, pour le constructeur réalisateur, cette assurance, elle va s'appeler assurance décennale. Mmh. Et pour le constructeur non réalisateur, elle va s'appeler la CNR. CNR, ce qui veut dire l'assurance du constructeur non réalisateur. Ah oui, forcément. Voilà. Ok. Et en plus de ça, on peut prendre une troisième décennale qui va être la décennale qui sera propre à l'ouvrage. Alors que les deux que je t'ai cités avant, ce sont des assurances de responsabilité, donc celui qui est constructeur. Ouais. On peut aussi, et la loi normalement est obligatoire pour ça, quand on construit un ouvrage, celui qui construit, donc réalisateur ou non réalisateur, doivent prendre une décennale. Mais celui qui fait édifier l'ouvrage doit souscrire en plus une décennale qui sera propre à l'ouvrage. Alors tu me diras, mais ça ne me sert à rien. Si mes constructeurs, réalisateurs ou non réalisateurs, ils ont déjà une décennale et une CNR, pourquoi je dois prendre une DO ?
c'est ce qu'on appelle le système la double détente. Double détente. Mais c'est scientifique, c'est technique, c'est hyper technique, tout ça. Ça a été créé en 1978 parce qu'il y avait trop de sinistres de la construction et trop de gens dans des situations catastrophiques. Donc on a dit, maintenant, on va imposer cette assurance et on va l'imposer sur ceux qui construisent et sur l'ouvrage. Comme ça, si l'un ou l'autre disparaît, si l'une ou l'autre des assurances ne fonctionne pas parce que les activités notamment ont mal été déclarées, j'ai toujours une assurance sur le bien. Et cette assurance dommage-ouvrage, donc c'est une assurance dommage, c'est pas pareil qu'une assurance de responsabilité, elle reste attachée au bien. Donc à chaque fois qu'il se vend, ce bien, il est vendu avec cette DO qui reste attachée au bien et qui peut être mobilisée dans les 10 ans. Ok, donc tu as ceinture et bretelles, là tu es tranquille. C'est ça. Si tu achètes un bien où il y a toutes les garanties décennales, les responsabilités décennales, je sais plus quoi dire du coup, responsabilité, garantie, assurance, voilà, bref, en tout cas, s'il y a des décennales, ça veut juste dire 10 ans, mais oui, c'est ça. Voilà. Et donc, dommage ouvrage, là, je suis tranquille. Je sais que quoi qu'il arrive sur l'édifice, du moment que c'est donc, dommage ouvrage, c'est décennal aussi, c'est 10 ans. C'est 10 ans aussi, On peut pas la prendre plus longtemps, moins longtemps. Non, pas plus longtemps. Non. Ok. Donc là, tu parlais beaucoup de construction, mais on est d'accord que si, par exemple, j'achète à un marchand de biens, que ce marchand de biens a rénové un appartement, par exemple, a fait une division de bâti. Lui, donc le marchand de biens, comme son nom l'indique, c'est un marchand. Donc lui, il est partisan, il ne fait pas de la rénovation. Il fait intervenir des entreprises qui vont faire la partie rénovation. Admettons le plombier que je fais intervenir dedans. Si je suis marchand de biens, lui, il a ses garanties décennales. Donc lui, il me garantit à moi, parce que c'est moi qui suis maître d'ouvrage. Mais est-ce qu'il garantit aussi les clients ou est-ce que moi-même, je dois prendre une responsabilité décennale au même titre qu'un promoteur ? Non, il garantit aussi les clients. Parce qu'en fait, ils ont une action directe contre l'assurance de cette personne. D'accord, donc ça veut dire que le client, moi en tant que marchand de biens, le client à qui j'ai vendu in fine, peut, s'il y a une malfaçon au bout de 5 ans, et en plus moi par exemple j'ai fermé la boîte, lui, il peut directement aller retoquer l'assurance décennale qui aura été annexée à l'acte quand il l'a acheté. Voilà. Il garde un recours contre contre le vendeur, donc le vendeur marchand de biens, mais il a aussi un recours contre l'entreprise et son assurance. Même si l'entreprise a disparu, on peut aller rechercher la décennale de l'artisan qui est intervenu à l'époque. Ok, admettons que je suis marchand de biens, toujours pareil, et que donc il y a une malfaçon qui a été faite par un plombier, on va dire. Au bout de 3 ans, et l'acquéreur à qui j'ai vendu, avec qui ça se passait très bien, vient me retoquer en me disant moi je suis pas content, voilà, je t'assigne à toi parce qu'il y a tel ou tel problème. Moi, si j'ai pas d'assurance décennale par exemple, est-ce que je peux me dire je suis tranquille parce que de toute façon il y a l'assurance du plombier et c'est lui qui a fait la malfaçon, moi j'en suis pas responsable? Normalement oui. D'accord. Oui. Alors pourquoi en tant que marchand de biens on a toujours une assurance décennale qui est quasi obligatoire, nous? Alors, si vous faites de la rénovation, si les marchands font de la rénovation, effectivement, alors il faut se méfier là-dessus aussi. Les marchands de biens ne sont pas toujours assurés en décennale. Ils ont peut-être l'impression de l'être, mais pas toujours. Parfois, ils ont des polices de RC rénovateurs avec une exclusion de garantie dès qu'on touche à la structure, par exemple. Ça, je l'ai vu. Donc, c'est pas forcément une police d'assurance décennale. La décennale, c'est vraiment le risque majeur pour l'assureur dans la construction. Donc, on le sait quand c'est une décennale. C'est pas un truc pas clair. On le sait parce que ça coûte très cher. Alors qu'une ERC marchand de biens va garantir les vices cachés de la vente, mais pas la décennale. Et parfois, tu as une RC marchand de biens, une assurance RC marchand de biens rénovateur. Voilà. Mais c'est toujours pas une décennale. La seule décennale du marchand de biens, c'est la CNR. C'est la constructeur non réalisateur. Et c'est vrai que ça, les marchands de biens l'ont pas forcément en tête. Et cette CNR, elle coûte cher. Donc, il faut la prendre vraiment si on fait de la rénovation un peu lourde. Et si tu fais de la rénovation un peu lourde, du coup, la dommage ouvrage a aussi du sens. Voilà. Puisque tu vas toucher plus à la structure du bâtiment, des choses comme ça, et c'est des choses qui peuvent être couvertes par la dommage ouvrage. Oui. Et souvent, c'est un duo. Les assureurs proposent un duo DO-TRC, DO-CNR, et souvent, il y a même un trio avec la TRC. Alors, c'est la police tout risque chantier, qui va couvrir la perte de l'ouvrage en cours de chantier. Donc ça, c'est hyper intéressant aussi. Alors ça, c'est du coup un trio intéressant. Quand on prend les 3, ça coûte un peu cher, c'est sûr. Mais avec ça, il ne vous arrivera rien. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a une DO sur l'ouvrage une fois qu'il est terminé. Il y a une CNR pour la décennale du marchand de biens une fois que l'ouvrage est terminé. Toujours, ça, c'est des polices, c'est des contrats d'assurance qu'on mobilise après réception. Et puis la TRC, la tout risque chantier, au contraire, c'est toute la vie du chantier et tout ce qui peut se passer pendant le chantier.
Si on n'a pas de TRC, qu'est-ce qui va se passer? Alors, juridiquement, quand il y a une perte de l'ouvrage en cours de chantier, c'est les entreprises qui en sont responsables. En cas d'incendie, s'il y a plusieurs artisans, ça va être une expertise qui va durer très longtemps. Parce qu'il va falloir déterminer qui est à l'origine de l'incendie. Et si je ne peux pas imputer l'incendie à une entreprise, je ne sais pas qui est responsable de cet incendie. Donc, ça peut coûter très cher au maître d'ouvrage s'il est sur la fin de son chantier et que tout brûle. Ou qu'il y a un énorme dégât des eaux. Voilà. Donc, l'avantage de la TRC, c'est qu'en fait, elle est l'assurance, pas seulement du marchand de biens, elle est l'assureur de tous les constructeurs. Sauf souvent le contrôleur technique qui est sorti de la couverture. Et donc, en fait, ça préfinance tous les travaux. Et c'est souvent une assurance sans recours. C'est-à-dire qu'en fait, l'assureur est l'assureur de la vie du chantier. Et il ne va même pas faire d'expertise pour aller rechercher un recours contre le responsable. Il paye et il s'en va. Ok. Ok. Donc, dommage ouvrage, on va dire, c'est l'assurance vraiment VIP. Ça te couvre quoi qu'il en soit. Ça te fait gagner du temps. A priori, et en plus c'est transmissible. Voilà, donc ça valorise aussi le bien. Le bien, ouais. L'avantage de l'assurance dommage ouvrage, en fait, c'est qu'elle va se mettre à la place de la personne qui subit le sinistre. Donc c'est une assurance dommage. Donc ce que vous subissez, elle le subit à votre place, elle vous indemnise et elle s'occupe de faire ses recours. Donc vous n'avez pas à subir toute l'expertise qu'il faut mettre en place sinon. Pour rechercher le responsable. Ça peut être une année et demie de discussion entre experts. Alors que là, l'ADO, elle est tenue par des délais qui sont dans le code des assurances. C'est 60 jours, je donne mon avis, je donne ma position sur la mise en œuvre ou pas de ma garantie. 90 jours, une offre d'indemnité. Ok. Donc ça va vite. Quelle est l'importance sur le fait que l'artisan qui est souscrit à une décennale et qui procure une attestation décennale soit également à jour de ses cotisations au moment où il procure l'attestation? Alors ça n'a pas tellement d'incidence. Enfin, la règle, quand on est assuré, c'est qu'il faut que l'artisan ait une police effectivement en vigueur. Mais parfois, l'assureur va émettre une première attestation qui dure 1 mois, le temps d'être payé du reste de ses cotisations. C'est valable. Ça couvre quand même les chantiers qui seraient partis, enfin qui auraient démarré pendant la période de validité de la police. D'accord. Voilà, donc s'il n'a pas payé ensuite... le seul risque, admettons une entreprise est couverte depuis plusieurs années, effectivement elle a des difficultés, elle ne paye plus son assurance en cours de chantier, elle se fait résilier. Donc là, l'assureur respecte une procédure du code des assurances, mise en demeure, un délai d'1 mois qui l'attend. Ensuite, il peut résilier. Donc il se passe cette période-là un peu floue et au final, effectivement, la police peut être résiliée en cours de chantier. Ça n'a pas d'incidence sur la décennale. L'assureur va quand même couvrir le chantier puisqu'il a été ouvert pendant la période de garantie. Ok. Alors après, si l'entreprise disparaît, ne termine pas son chantier, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, la décennale, elle est en vigueur. La seule différence, c'est pour les garanties non obligatoires, donc tout ce qui est responsabilité civile en dehors de la décennale. Ça, s'il n'y a pas une autre assurance derrière, cet assureur, au bout de 5 ans, il est quand même tenu pendant encore 5 ans. Au bout de 5 ans, par contre, sa garantie s'arrête. D'accord. Ok. Qu'est-ce qui rentre dans le cadre d'une décennale? Type plomberie, élec en quoi c'est vraiment nécessaire d'en avoir une et en quoi c'est pas nécessaire d'en avoir une? Alors, décennale, c'est pas par ouvrage, c'est par risque. Donc, c'est les dommages de gravité décennale, c'est-à-dire une atteinte à la solidité, à la sécurité ou à l'habitabilité de l'ouvrage. Donc, des infiltrations, un défaut d'étanchéité, un défaut structurel, des fuites d'eau. Problème électrique, incendie électrique. Voilà. Donc, tous les gros risques de la construction. Donc, c'est en fonction du risque, on identifie quels ouvrages vont créer ce risque. Donc, c'est comme ça qu'on... Typiquement, je suis peintre et je pose du sol. A priori, pas de risque décennal. Pas de risque décennal. Voilà. Donc, mais je touche à l'électricité, je touche à la plomberie, je touche à la structure forcément. Mais si je suis plaquiste, est-ce que, parce que ça reste une cloison plâtre? Normalement, non. Il n'y a pas besoin? Normalement, non. Ok. Mais bon, après, la plâtrerie fait partie des activités garanties en décennale. D'accord. Ouais, alors si ça s'effondre, je ne sais pas, ça peut créer un dommage corporel. Oui, un faux plafond, par exemple. C'est vrai. Ok. Très clair. Tu vois d'autres choses Ah oui, combien ça coûte? Une assurance? Ouais. Ah, je ne sais pas. Tu sais pas? T'es pas assureur? Non. Ah mince. Je pensais... Désolé. Non, mais en plus, même si tu l'étais, il y a tellement de disparités entre les assurances. La DO, c'est 2-3%, je crois, du chantier. Ok. Donc, c'est pas neutre, mais ça vaut vraiment le coup, à mon avis. La décennale, je ne sais pas, il faudrait interroger l'entreprise. Donc, pour résumer, on a quand même une responsabilité civile, une décennale éventuellement, une tout risque
chantier, touriste chantier, c'est Touriste ça, chantier. Ouais, touriste chantier éventuellement, plus une DO, plus une CNR. Non, alors attends, je t'ai pas suivi. Il n'y a pas tout. Tu parles de quoi là, des si on est marchand, par exemple, marchand de biens, donc on a une responsabilité civile, ça c'est obligatoire. C'est mieux. Ouais, c'est mieux. C'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire si on ne fait pas de travaux de nature à engager la responsabilité décennale. Donc responsabilité civile, ok. Je peux avoir une CNR. Tu peux avoir une CNR. Ouais. Je peux avoir une DO. Par opération, parce que c'est propre à l'immeuble. Ouais. Et une TRC. Voilà, par opération. TRC, c'est comme le multirisque immeuble, c'est un peu pareil ou pas? Non, la ça n'a TRC, rien à voir. c'est vraiment propre au chantier. Ouais, si tu fais un chantier de rénovation qui potentiellement peut faire, se perdre par un sinistre. Donc l'ADO, la TRC, c'est propre au chantier. Ok. Et après, je peux avoir autre chose ou pas? Non, c'est tout. Non, c'est tout. C'est pas mal déjà. Ça fait du business, assurance, ça, quand même. Ok. Bon, très clair, non, mais on y voit clair. Alors, c'est vrai que souvent, les notaires disent oui, mais attention, vous vendez, il n'y a pas de DO, je veux pas acter. Il y a beaucoup de notaires qui veulent pas acter sans DO. Pour les marchands de biens, j'entends. Ah oui. Les marchands de biens qui n'ont pas de DO. Et en fait, c'est souvent les notaires des acquéreurs qui me lèvent un peu la pancarte en disant attendez, le vendeur n'a pas de DO, moi je veux pas que mon client l'achète sans DO. Trouve toujours un accord, mais oui, c'est parce vrai qu'une fois que c'est fait, en fait, tu trouveras souvent pas de DO a posteriori. Oui, c'est ça le truc. Donc voilà, mais c'est vrai que pour les gens qui nous écoutent et qui voudraient faire des opérations de marchand de biens ou qui sont déjà marchands de biens à titre professionnel, l'ADO est quand même largement suggérée. Et comme le disait Sylvie, alors je ne sais plus si c'est là qu'on vient de le dire ou qu'on se l'ait dit tout à l'heure, mais c'est sûr qu'on se l'ait dit tout à l'heure en tout cas, c'est un plus aussi pour la vente. C'est vraiment un plus de dire, il y a une DO pendant 10 ans, quoi qu'il se passe, même si vous revendez le bien vous-même derrière, ça suit et ça rassure les acquéreurs parce que quoi qu'il arrive, même un effondrement d'immeuble. Un effondrement d'immeuble neuf, c'est assez rare. Non, mais pas neuf, mais par exemple un marchand qui a réhabilité un immeuble, qui a une DO, tu vois, qui aurait, je sais pas moi, touché un peu la structure. Bah oui. Ouais, a priori, ok. Bon. Ok, donc j'y vois bien plus clair. Merci Sylvie. T'en prie. Si t'as rien d'autre à ajouter, on va laisser nos auditeurs ici. J'espère que ça les aura bien informés sur le sujet. Et on va se retrouver très vite pour de prochaines capsules sur ce fabuleux monde pas forcément des assurances, mais du droit de l'immobilier. Et notamment, on va parler de choses croustillantes, des contentieux autour des offres d'achat versus les avant-contrats. Quelle valeur a une offre d'achat, par exemple, par rapport à un avant-contrat, par rapport comment ça se situe, qui est obligé de faire quoi quand on a signé une offre d'achat, comment il faut la rédiger aussi pour qu'elle soit vraiment valable. Donc ça, on va vous en parler dans une prochaine capsule. Aussi sur le sujet de l'indemnité d'immobilisation, le fameux séquestre, indemnité, clause pénale, on ne sait pas trop comment ça marche, on a l'impression qu'on va récupérer des sous, chouette, mais en fait c'est galère. Enfin voilà, donc on va s'en parler. Garantie des vices cachés aussi très importante, puisque quand on est marchand de biens, on est garant de ces vices cachés. Ouais. Quand on est vendeur à titre particulier, un peu moins. Voilà, mais mais j'imagine que des fois, on doit quand même être incriminé là-dessus. Donc voilà comment ça se passe. Ces capsules croustillantes, elles arrivent très vite. Merci beaucoup, à bientôt. Ciao, ciao.